Bonjour, je me présente, je suis Mohamed Madani, consultant métrologie qualité. Heureux de vous présenter cette première vidéo qui sera consacrée au calcul des incertitudes de mesure. Au cours de cette présentation, nous allons voir ce que c'est que les incertitudes de mesure, connaître leurs causes, voir les différentes composantes de ces incertitudes et enfin voir comment calculer ce que l'on appelle l'incertitude composée élargie, c'est-à-dire l'incertitude globale pour une mesure. Alors, les incertitudes de mesure, c'est un terme qui n'était pas défini d'une façon précise avant 1984. Ça a été considéré d'une façon générale comme étant l'erreur probable. Mais à partir de 1984, et grâce aux travaux du groupe consultatif TAC4 de l'ISO, l'Organisation internationale de normalisation, qui s'est penché sur deux projets extrêmement importants pour la métrologie, à savoir le GUM, le guide pour l'expression de l'incertitude de mesure, et le VIM, le VIM, vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux en métrologie. Donc, grâce à ces deux références-là, on a pu élaborer une première définition des incertitudes de mesure qui disait que une incertitude, c'est un intervalle qui contient la valeur vraie. Ce VIM a été révisé une première fois en 1993. Et donc, on a eu la deuxième version du VIM. Dans cette version, la définition de l'incertitude est passée donc à une autre définition qui disait que l'incertitude, c'est le paramètre associé au résultat d'un mesurage qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées au mesurant. Sachant que le mesurant, c'est la grandeur qu'on veut mesurer. Après, il y a eu une troisième version en 2012 du VIM, et dans cette version-là, la définition de l'incertitude était comme suit. C'est un paramètre non négatif qui caractérise la dispersion des valeurs attribuées à un mesurant à partir des informations utilisées. Et vous voyez donc qu'il y a eu une évolution très importante au niveau de la définition. Deux remarques s'imposent à ce niveau-là. Premièrement, c'est que l'incertitude associée au résultat produit par le processus de mesure doit être acceptable au regard du besoin. Donc on ne peut pas avoir une incertitude qui dépasse par exemple l'erreur tolérée. Ça n'a pas de sens. Deuxième remarque, c'est que l'incertitude peut même constituer par exemple une fraction réaliste de la tolérance associée à la spécification. On va passer maintenant aux différentes sources d'incertitude. Et là, on peut voir, comme vous le voyez avec moi, parmi ces sources-là, on peut citer par exemple les instruments, les étalons, les opérateurs, la méthode de mesure et le mode opératoire, l'environnement de la mesure, tel que la température, la pression, l'hygrométrie par exemple, et l'objet mesuré même, et bien d'autres sources. Alors, pour définir les sources d'incertitude d'une façon assez précise, on utilise un outil extrêmement performant qui s'appelle les 5 M ou le diagramme d'Ishikawa. Alors, par cette occasion, Kaoru Ishikawa, c'est un ingénieur chimiste japonais qui a vécu entre 1915 et 1989, donc c'est pas loin, c'est tout récent, et il est considéré comme l'un des théoriciens précurseurs du management de la qualité. Donc cet outil-là, les 5 M, vous voyez, pour chaque M, on définit toute une liste de sources d'incertitude et ça nous aide à mieux préciser donc les sources d'incertitude. On va passer maintenant aux composantes d'une incertitude et on va parler des erreurs. Et à ce niveau-là, nous avons deux types d'erreurs. Il y a les erreurs aléatoires et les erreurs systématiques.
Les erreurs aléatoires, ce sont des erreurs dues à l'influence des facteurs imprévisibles et non maîtrisables, et se modifient d'une façon prévisible également lorsqu'on répète le mesurage d'une même grandeur dans les mêmes conditions. Elles présentent également un caractère aléatoire et ne peuvent être quantifiées. Pour pouvoir les réduire, il faut faire plusieurs mesures. Et on parle de répétabilité. Par contre, les erreurs systématiques, et ça c'est le deuxième type d'erreur, ce sont des erreurs constantes. Ils sont identifiables au terme d'une série de mesures portant sur une même caractéristique et effectuées dans des conditions identiques. Pour pouvoir les réduire, il faut faire des corrections. Pour expliquer davantage ce qu'on vient de dire, on va s'aider de ce schéma que vous avez devant vous, qui nous montre un modèle de répartition des résultats de mesure. Et comme on sait, quand le nombre de mesures n augmente, la répartition des résultats de mesure tend vers une loi normale. C'est la courbe rouge que vous avez devant vous. La distance entre la valeur supposée vraie tout à fait à droite et la moyenne, c'est l'erreur systématique. Et la répartition tout autour de x bar, la moyenne, c'est l'erreur aléatoire. Bon, maintenant on va passer aux incertitudes de mesure. Donc, pour les incertitudes de mesure, nous avons deux types d'incertitudes. Les incertitudes de type A et les incertitudes de type B. Les incertitudes de type A se font par calcul statistique. C'est-à-dire on doit faire un certain nombre de mesures, n. On commence par le bas. On calcule tout d'abord la moyenne, x bar, et qui est l'ensemble des xi sur l'ensemble des mesures, n. Une fois nous avons x bar, on passe à la variance s au carré, qui est 1 sur n moins 1 et pas 1 sur n. Il faut faire attention. De l'ensemble des xi moins x bar au carré. Et de cette variance-là, on passe au carré de l'incertitude type, qui est u au carré, c'est la variance divisée par n. Donc u au carré est égal à s au carré sur n, et u est égal à s, tout simplement, sur racine de n. C'est ce u-là qui représente l'incertitude type. Une fois nous avons l'incertitude type, u, alors on passe à l'incertitude type élargie, qui dépend du nombre n de mesures, de l'écart type s et d'un coefficient k, appelé facteur d'élargissement. Ce facteur dépend lui-même du nombre de mesures réalisées et du niveau de confiance désiré. Sa valeur figure dans un tableau issu de la loi statistique, dite loi de Student, que nous allons voir ultérieurement. L'incertitude type élargie est donc donnée par u, grand U, majuscule, est égal à k, ce facteur d'élargissement, multiplié par u de x qu'on a calculé tout à l'heure. Voilà donc le tableau qui schématise les coefficients de Student. Alors, par exemple, si on veut calculer, si on veut déterminer le coefficient de Student pour un nombre d'essais égal à 5, à gauche, et pour un niveau de confiance de 95%, alors c'est le carreau en rouge, K doit être égal à 2,571, à titre d'exemple. Donc en haut, nous avons le niveau de confiance, et à gauche, nous avons le nombre d'essais qui va de 1 jusqu'à 10. L'incertitude de type B est utilisée quand on ne peut réaliser qu'une seule mesure. Alors à ce niveau-là, on doit lister les sources d'incertitude qu'on suppose indépendantes, les unes par rapport aux autres. Et pour chaque source d'incertitude, on s'appuie sur la loi de probabilité choisie en fonction de l'instrument de mesure utilisé. Lorsqu'on ne sait pas trop, on prend la loi à rectangle. Et on calcule l'incertitude de type sigma. Alors, vous voyez là que quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas parfaitement l'incertitude, ben, on prend la valeur supérieure, la valeur inférieure, on fait la somme, puis on divise par 2, ça nous donne le AI.
sigma au carré est égal à AI au carré. Mais quand on prend comme base la loi à rectangle, U de xi, c'est-à-dire la valeur type B, est égale à 1 sur racine de 3 de AI. Et quand on passe à l'incertitude type élargie, on doit multiplier par le facteur d'élargissement qui est K. Et K, dans ce cas-là, peut prendre généralement, ça ne prend que K égale à 2 pour 95% et K égale 3 pour 99%. Alors maintenant, pour calculer les incertitudes de type composé, on doit tout d'abord convertir toutes les erreurs en incertitudes déterminées et évaluées et combiner ensuite toutes leurs contributions. L'incertitude de type composé, c'est selon la loi de propagation des incertitudes, la formule s'écrit de la façon suivante. Comme vous voyez, composé au carré est égal à U au carré, la variance des incertitudes de type A, plus U au carré, la variance des incertitudes type B. Et comme ça, bon, on voit la contribution donc de l'ensemble des variances. On peut alors déterminer UC, c'est-à-dire l'incertitude type. Alors, pour passer à l'incertitude élargie, il suffit de multiplier UC, Y, donc UC petit, par un facteur d'élargissement. C'est le facteur K qui prend généralement 2 et 3. En général, 2 pour un niveau de confiance de 95% et 3 pour un niveau de confiance de 99%. Alors, une fois multiplié UC par K, ça nous donne l'incertitude élargie. La valeur mesurée, donc Y, et l'incertitude de mesure élargie les deux indiquent la plage Y plus ou moins U de Y qui contient la vraie valeur de la grandeur mesurée, avec une probabilité de 95% pour, par exemple, K égale à 2, selon, bien évidemment, une distribution normale. Le résultat final s'écrit donc comme suit. Grand Y est égal à petit y plus ou moins U. J'espère vous avoir donné une idée assez claire sur les incertitudes de mesure. D'autres vidéos vous seront proposées ultérieurement pour vous expliquer davantage les détails de ce sujet. D'ici là, je vous remercie et à très bientôt.